On m'a demandé de répondre à une question qui est comment l'utilisation d'outils d'analyse critique d'un partenariat permet-elle de soutenir la réflexivité et le changement de pratique. Donc, alors, je vais tenter brièvement de répondre à cette question-là en donnant un exemple d'un outil en particulier, mais évidemment, on pourrait utiliser d'autres outils. Alors, avant de parler d'outils, je voudrais parler c'est pas juste une question d'outils pour soutenir la réflexivité, c'est aussi en évaluation, c'est aussi une question d'approche ou une question de vision, une forme d'évaluation. Donc, en ce sens, ma diapo qui est là est assez chargée, mais je vais vous résumer l'essentiel. En évaluation, disons, je vais utiliser le mot programme, mais il faut le prendre dans un sens large, intervention, plan d'action, etc. Donc, l'évaluation de plans d'action qui sont souvent novateurs, qui sont caractérisés par une nature complexe, dynamique, imprévisible, dont, par exemple, Air ouverte pourrait faire partie de ce genre d'intervention. Donc, Patton, quelqu'un qui a contribué beaucoup à la recherche qualitative et à l'évaluation, a proposé une approche particulière qu'on appelle l'évaluation développementale. Donc, les mots-clés sont sur la diapositive. On parle donc d'approche participative, d'approche basée sur l'utilisation des résultats et ensuite de fournir des données en temps réel. Donc, c'est les trois grandes caractéristiques de cette approche-là. Donc, approche participative dans le sens qu'on veut créer une collaboration étroite avec les partenaires, les concepteurs de l'intervention, les promoteurs, les agents d'implantation. Donc, qu'on fait participer dans l'évaluation, mais en même temps que les évaluateurs font partie intégrante de l'équipe d'implantation de l'intervention. Alors, on pense que de travailler étroitement au cours d'un exercice continu, donc, va favoriser l'utilisation des résultats de l'évaluation, ce qui est l'objectif de cette approche-là. Alors, et on parle en temps réel, donc c'est une approche formative également, de fournir, non pas arriver comme un chercheur dont il n'y en a aucun ici dans la salle, ce genre de chercheur-là, mais ça existe, le genre de chercheur qui arrive avec un rapport, avec des résultats à la fin d'un projet qui a été implanté pendant quelques années. Donc, ce genre d'intervention-là, c'est qu'on va fournir en temps réel, de façon continue, des résultats pour aider, influencer la pensée réflexive et influencer le changement de pratique. Donc, on pense que c'est préférable de fournir une information partielle, en temps opportun, sous un format attendu par les utilisateurs, plutôt que d'arriver avec fournir cette information-là en temps opportun, plutôt que d'arriver avec une information complète, mais un peu trop tard. Voilà ce que je pense que... Et finalement, le rôle de l'évaluateur dans cette situation-là, c'est de amener les partenaires impliqués dans une intervention à réfléchir à leur pratique. Et donc, l'évaluateur joue un rôle de miroir des différentes interprétations pour amener à collectivement donner du sens, un sens commun aux résultats qu'il va fournir. Voilà qui était pour l'approche développementale. Alors, je vais parler d'un outil qui est très utile dans l'évaluation de ce genre d'intervention, d'implantation de genre de programme ou intervention complexe, qui est l'outil diagnostique de l'action en partenariat. Mais comme j'ai dit, c'est un exemple, un outil très utile, mais on pourrait aussi faire le même exercice que je vais présenter aujourd'hui à faire avec l'analyse de réseaux sociaux, par exemple. Alors ça, c'est un outil qui a été développé par l'équipe d'Angèle Bilodeau à l'École de santé publique, avec son équipe avec Louise Potvin. Donc, c'est un outil qui permet de porter un diagnostic collectif sur un diagnostic collectif par les membres d'un partenariat sur leur partenariat. Donc, ça permet de comparer à
disons, une situation idéale de bonne pratique au niveau de la qualité des partenariats. Donc, l'outil en question, ça comprend 18 énoncés. On peut appeler des items, mais c'est sous forme d'énoncés qui sont regroupés en 6 grandes dimensions. Et les personnes sont appelées à répondre à savoir est-ce que la condition ou est-ce que, résumée par l'énoncé, est remplie ou non. Okay? Donc, il y a trois choix de réponse. Elle n'est pas remplie, partiellement remplie ou complètement remplie. Voilà. Donc, alors, je parle de 18 énoncés, 6 dimensions. Vous avez ici, si jamais il y a des personnes qui sont curieuses, j'ai apporté un exemple de ce questionnaire-là et d'articles où est-ce qu'on rapporte cette expérience-là. Donc, les dimensions de la qualité du partenariat regroupent, ils sont là. Donc, on parle de la première qui est l'étendue de la participation, donc les différentes parties prenantes qui collaborent à ce partenariat-là. Donc, on va avoir une couverture large des visions sur le problème et sur les solutions à apporter. Et donc, c'est ici, par exemple, qu'on va inclure, et il y a des énoncés qui parlent d'inclure également les personnes qui vivent le problème. On ne parle pas de ce problème-là, mais d'un autre problème. Et donc, entre autres, que si c'est des interventions qui sont faites pour les jeunes, bien, d'inclure les jeunes aussi dans le partenariat. Donc, ensuite, les étapes de la participation, donc des énoncés qui concernent, par exemple, d'inclure précocement des acteurs du partenariat, pas juste une fois que les décisions sont prises. Ensuite, des énoncés qui concernent le rôle de négociation et la capacité d'influence sur les décisions. Est-ce que les acteurs inclus dans le partenariat ont véritablement un rôle à jouer sur la prise de décision et un pouvoir d'influencer les choses? Ensuite, des questions sur la mobilisation des ressources et des acteurs névralgiques et stratégiques. Au besoin, je pourrais expliquer la différence entre les deux tout à l'heure. Ensuite, des questions, des énoncés qui concernent la légalisation des rapports de pouvoir, c'est-à-dire que la parole ou le point de vue de certains intervenants est pris autant en considération que celui d'autres et non pas en fonction de la hiérarchie ou de la profession ou de la discipline qu'ils exercent dans le partenariat. Et ensuite, toutes les questions de la possibilité de co-construire, donc de gérer des conflits, de co-construire l'intervention. Donc, il y a 18 énoncés qui sont englobés dans ces 6 dimensions-là. Voilà. Alors, comment on procède? Tout à l'heure, je vais mentionner les 2 exemples d'application. 2 exemples d'application où est-ce qu'on a mis en pratique cette façon de faire. Donc, on peut demander aux partenaires donc les partenaires d'un partenariat, c'est un pléonasme, les personnes qui participent à un partenariat, de remplir de façon individuelle le questionnaire, de répondre aux 18 questions qui sont là. On peut faire ensuite une compilation des réponses de l'ensemble. Et ensuite, on va projeter les réponses. On va faire une activité, par exemple, d'appropriation des résultats, de discussion des résultats. Donc, tous les personnes qui ont répondu et plus largement d'autres acteurs également sont invités à participer à la discussion sur les points forts, les points faibles qui ont été identifiés à partir de l'outil d'évaluation de la qualité du partenariat. Et ensuite, on peut faire des activités, par exemple, en atelier qui permet d'amener les personnes à aller plus loin que les résultats qui sont présentés, à savoir est-ce que ça les interpelle, est-ce qu'ils pensent qu'est-ce qui serait prioritaire s'il y avait à changer quelque chose comme ça et comment ils pourraient le faire. Donc, d'apporter des solutions. Donc, c'est de donner une occasion aux partenaires de réfléchir sur leur partenariat. Donc, si on regarde les réponses à ce questionnaire-là, on peut analyser de différentes façons. Donc, je vais mentionner quelques-unes qui sont là. On peut d'abord, par item, j'entends les énoncés, les 18 énoncés qui étaient dans le questionnaire. Donc, on peut regarder est-ce qu'il y a des items qui sont restés sans réponse. Donc, des items pour lesquels il y a des personnes qui n'ont pas répondu.
Alors, ça peut déjà être révélateur en ce sens qu'il y a certaines informations qui manquent à certains acteurs. Donc, en principe, ils devraient être capables d'avoir un point de vue sur ça, mais s'ils ne répondent pas, c'est qu'il leur manque de l'information, donc ça peut être révélateur. Ensuite, on peut regarder les items pour lesquels on n'a pas trouvé de réponse convergente. Donc, des items, par exemple, où est-ce qu'il y a une distribution assez large entre les trois catégories. Certains, de leur point de vue, considèrent que la condition n'est pas remplie. Certains considèrent qu'elle est remplie partiellement. Certains considèrent qu'elle est pleinement remplie. Donc ça, c'est sujet également à discussion, cette divergence de point de vue sur une même question. Et ensuite, bien évidemment, on peut regarder les items sur lesquels il y a une convergence des points de vue. La convergence peut aller dans le sens d'un point fort du partenariat, mais peut aussi aller dans le sens d'un point faible du partenariat. Donc, c'est de cette façon-là qu'on peut analyser, entre autres, les résultats pour présenter au groupe. Alors, voilà, ce genre d'exercice-là, on le fait, par exemple, pour deux projets, enfin, un qui est actuellement en cours, un projet qui était un milieu ouvert sur ces écoles. Donc, c'est une intervention de type école-famille, communauté, gérée par un collectif d'organismes institutionnels et communautaires qui se passe dans Bordeaux-Cartierville, qui existe depuis plus de 15 ans. Donc, merci. J'ai le temps de... Il reste 5 minutes, j'ai le temps de prendre une gorgée. Merci. Bon, donc, alors, il y a plusieurs partenaires, et disons qu'il y avait déjà, disons, pas dire de la friction, mais il y avait des enjeux importants dans ce partenariat-là. Je vais faire attention à ce que je dis. J'ai vu qu'il y avait des personnes dans la salle qui y ont participé. Ensuite de ça, une deuxième application qu'on fait actuellement, c'est à Montréal-Nord. Donc, Montréal-Nord, il y a un ensemble d'organismes institutionnels et communautaires, des tables de concertation sectorielle, la table de quartier plus l'arrondissement de Montréal, qui ont travaillé ensemble pour identifier des problèmes vécus par les jeunes de Montréal-Nord, comme je disais, 0-29 ans, et de trouver des solutions, donc de proposer différentes actions. Et donc, ils étaient intéressés à être accompagnés pour pouvoir améliorer leur partenariat. Donc, je peux le dire, ça, parce qu'ils disent eux-mêmes qu'ils ont souvent une certaine difficulté où ils n'ont pas un grand historique du travailler ensemble dans Montréal-Nord. Donc, on peut faire on fait ce genre de diagnostic-là, mais on peut le faire aussi de façon longitudinale, c'est-à-dire que regarder à un moment donné le partenariat, présenter les résultats, les discuter avec eux, mais on peut regarder plus tard, est-ce que le contexte d'implantation, le prétexte d'implantation du plan d'action aura permis d'améliorer, par exemple, la qualité du partenariat et leur façon de travailler ensemble. Voilà. Et donc, conclusion, alors, ce genre d'outil-là permet, par exemple, de faire un diagnostic qui est en fonction des meilleures pratiques qui existent dans la littérature. Un avantage que je vois, un avantage important, c'est ça facilite la participation des acteurs. Donc, le fait de leur présenter des résultats agrégés, des résultats d'ensemble, c'est plus facile pour les participants de se prononcer sur les résultats qu'on présente à leur attention que de prendre la parole, par exemple, individuellement pour identifier quelque chose qui irait mal. Donc, le fait de se prononcer sur des résultats qui sont les résumés de leur ensemble, ils sont plus facilement portés à ensuite les documenter et faire des commentaires. Alors, repérage, donc, évidemment, ça permet de repérer des zones de controverse parmi les acteurs. Mon Dieu, que ça va bien mon affaire. Des zones de controverse parmi les acteurs, ou à tout le moins, des zones où est-ce que les différents participants ou les partenaires du partenariat ne comprennent pas les choses exactement de la même manière. Alors, non seulement parce que, évidemment, en évaluation, on a tendance à mettre souvent
l'accent sur les problèmes ou les choses qui fonctionnent moins bien parce qu'on a envie d'améliorer des choses, mais l'outil permet également d'identifier des zones où est-ce qu'il y a des forces dans le partenariat, et puis en même temps, ben, ça aide à construire l'avenir et aussi à donner confiance aux partenaires que c'est pas juste des choses qui fonctionnent mal. Alors, ça donne une occasion d'amener les partenaires à s'interroger sur la qualité de leur partenariat. Ça rend responsable les gens d'identifier eux-mêmes des éléments qui sont moins forts et de pouvoir contribuer à les responsabiliser à trouver des solutions de façon concertée, de façon collective. Alors, évidemment, et ça permet donc aussi de contextualiser les résultats qu'on a obtenus parce que les gens peuvent expliquer aussi de certains résultats qui sont présentés, qui peuvent paraître moins bien, mais ils sont capables aussi, par l'expérience de chacun à l'activité, d'expliquer le contexte qui a pu amener à ce résultat. Voilà. Et donc, ça amène un rôle différent à l'évaluateur. C'est plus l'évaluateur comme un savant qui est là à porter un jugement sur les interventions, sur la qualité du partenariat, mais c'est quelqu'un qui est plus comme un animateur ou quelqu'un qui va accompagner les gens, les partenaires, en fournissant de l'information pour les amener eux-mêmes à poser le diagnostic et à apporter des solutions. Voilà, merci.